Quand tout semblait perdu, quand la défaite était imminente, ces guerriers ont trouvé de la force dans l'impossible. And there's a right hand uppercut and down goes Douglas. Oh, the uppercut. What an uppercut by Douglas and down goes Tyson. Ils sont sortis de l'abîme et ont bouleversé l'histoire. Aujourd'hui, revivons les remontadas les plus épiques. Le 4 septembre 2021, à Rotterdam, le légendaire Badr Hari montait sur le ring avec la mission de faire taire les doutes. Le Marocain était considéré comme l'un des kickboxers les plus féroces de l'histoire et face à lui se trouvait le Polonais Arkadiusz Pszczółek. Un adversaire jeune, fort mais sans la renommée ni l'expérience du bad boy. Badr Hari avait été arrogant avant le combat. Attends qu'il gagne. Au diable l'humilité. Dès le début, le combat paraissait être un massacre unilatéral. Badr a déchaîné toute sa puissance. Des combinaisons gauche-droite violentes, des crochets à la mâchoire, des coups de genoux. Pszczółek tentait de répondre, mais chaque coup le faisait vaciller. Au deuxième round, Badr a intensifié la pression. Il l'a mis au sol une fois, puis 2 et même 3 fois. Le public voyait déjà le combat comme une exécution. Le Polonais se relevait difficilement, le regard perdu, et tous pensaient que l'arbitre allait stopper le massacre. Mais c'est là que la remontée est née. Quand tout semblait terminé, quand Hari cherchait le coup final, Pszczółek a lancé un high kick du gauche, propre, explosif, et il a touché directement la tête de Badr Hari. Le Marocain est tombé sur le dos, foudroyé, tandis que le stade se taisait. À quelques secondes de la défaite, Pszczółek avait renversé le combat avec un seul coup qui a fait le tour du monde. Le combat, qui devait être la résurrection de Badr Hari, s'est finalement transformé en le plus grand moment de la carrière de Pszczółek. Le 27 novembre 2010, au MGM Grand de Las Vegas. Juan Manuel Márquez montait sur le ring à 37 ans pour défendre ses titres de poids léger contre l'Australien Michael Katsidis. Un guerrier féroce célèbre mondialement pour son style suicidaire. Toujours avancer, toujours chercher le combat. Dès la première seconde cette nuit-là, il a montré qu'il ferait de ce combat un enfer. Katsidis est sorti comme un taureau déchaîné, pressant sans relâche, lançant des combinaisons puissantes et cherchant à coincer le Mexicain contre les cordes. Márquez, fidèle à son style, restait calme, jaugeant avec le jab et lançant la droite précise. Is what Katsidis needs tonight. Good combination by Márquez. Me about round 1, Emmanuel. Katsidis may be just a little bit stronger. Mais au troisième round, le moment qui a tout changé est arrivé. Katsidis a placé un crochet du gauche dévastateur directement sur la mâchoire. Márquez s'est effondré sur le tapis, le public a rugi, la surprise a été immense, le légendaire Mexicain était au bord de la défaite. Ce qui distingue les grands des autres, c'est leur manière de se relever. Márquez s'est relevé sans émotion, avec son calme habituel, puis a entamé une remontée mémorable. Il a commencé à contre-attaquer avec une précision chirurgicale, trouvant la distance parfaite pour faire payer chaque avancée de Katsidis. Nobody comes back like Juan Manuel Márquez comes back. Targets and land with extreme accuracy. Katsidis. Question is, if he's landing more clean, effective punches, it's going to take a... Márquez has made a tactical. L'Australien continuait à lancer des coups avec fureur, mais Márquez l'accueillait avec des combinaisons nettes. Des directs, des uppercuts qui relevèrent la tête, des crochets au corps qui l'arrêtaient. It's funny. Both guys are balling for uppercut. Even though Márquez fights with Katsidis needs it because he doesn't place his punches that good, so he has to smother
Marquez. Been his personal fountain of youth, pro and con. Just like this fight. Katsinas. Crowd got excited about Katsinas. Le combat est devenu une guerre spectaculaire. Katsidis avançait comme un tank, déterminé à finir ce qu'il avait commencé. Mais Marquez, avec une intelligence suprême, le désarmait petit à petit. He's following him too. He's keeping Marquez, making Marquez very uncomfortable here. It's a great fight, but it's had a couple of great rounds in it. How does that happen? Maybe it's because he drinks. Chaque échange était brutal, le public debout, mais le Mexicain frappait toujours plus fort, plus clairement et précisément. Marquez avait l'expérience et le sang-froid. Finalement, au 9e round, la résistance de l'Australien s'est brisée. Après avoir reçu une pluie de combinaisons avec des droites nettes et un uppercut qui l'a laissé chancelant, l'arbitre a décidé d'arrêter le combat. Katsinas can't even see him. And Kenny Bayless stops the fight. Great call. What a tribute to Marquez. L'homme, qui quelques minutes auparavant semblait avoir la victoire en main, a fini vaincu, humilié et sans réponse face à la maîtrise du Mexicain. Juan Manuel Marquez était revenu de l'abîme. D'être à terre, sur le point de tout perdre, il a réalisé l'une des performances les plus épiques de sa carrière. Katsidis l'a mis au tapis, Marquez l'a remis à sa place. Le 7 mai 2005, au Mandalay Bay de Las Vegas, deux guerriers sont montés sur le ring avec le même objectif, laisser leur âme dans un combat inoubliable. Diego Chico Corrales, grand, mince, avec une puissance de frappe énorme, face à José Luis Castillo, le Mexicain qui semblait fait de fer, avec un style frontal et dévastateur. Personne ne s'attendait à une technique raffinée cette nuit-là. Tout le monde savait qu'une guerre se préparait, et dès la première cloche, c'est exactement ce qu'ils ont eu. Les deux se sont installés au centre du ring et ont commencé à échanger des coups, comme s'ils voulaient se détruire dès le premier round. Combinations on the inside. And a left hook up Castillo gets good work done. That's what Castillo is hoping. Les crochets au corps de Castillo résonnaient comme des coups de canon, tandis que Corrales répondait avec de longues droites et des uppercuts qui secouaient à la tête du Mexicain. Meanwhile, Castillo again. The absence of the jab of Corrales is a real big surprise to me. And this a very tough fight would go around the eye. At least that... Aucun ne reculait, aucun ne se protégeait. Chaque round était une boucherie, une bataille d'orgueil, d'endurance et de douleur. Le combat avançait à un rythme inhumain. Chaque fois qu'il semblait que l'un prenait l'avantage, l'autre répondait avec fureur. Les visages montraient déjà les marques du supplice. Corrales présente des coupures et une mâchoire marquée, Castillo des ecchymoses et une respiration lourde. Le public était debout, sachant qu'il assistait à l'une de ces guerres qui définissent des carrières. Et puis arriva le 10e round, le chapitre immortel. Corrales, épuisé, a encaissé un crochet gauche dévastateur et est tombé. Il s'est relevé avec difficulté, a craché son protège-dents pour gagner quelques secondes et a repris le combat. À peine l'action reprise, un autre gauche de Castillo l'a envoyé au sol pour la deuxième fois. Tout semblait terminé, le Mexicain avait la victoire en main, mais ce qui s'est passé ensuite fut un miracle de la boxe. Corral, au lieu d'abandonner, est revenu comme un homme possédé. Les yeux remplis de fureur, il a lancé une combinaison sauvage, directe du droit, uppercut, crochet au corps et au visage. Castillo, bourreau quelques instants plus tôt, vacillait contre les cordes, encaissant des coups sans riposter. La foule devenait folle et l'arbitre Tony Weeks a arrêté le combat. En moins de 3 minutes, Corrales est passé d'être à un souffle de la défaite à réaliser l'un des retours les plus épiques de tous les temps.
Castillo l'a mis 2 fois au tapis et Corrales l'a mis knock-out dans la même reprise. Le 17 mars 1990, au Hilton de Las Vegas, 2 styles opposés s'affrontaient. Julio César Chavez, invaincu, l'implacable guerrier mexicain, contre Meldrick Taylor, champion olympique, technicien rapide, avec une habileté presque impossible à égaler. C'était un combat pour la suprématie chez les superlégers. Dès le début, Taylor a montré que son plan était de désarmer Chavez par sa vitesse. Round après round, l'Américain lançait des rafales interminables, des combinaisons de 3, 4, 5 coups qui semblaient inatteignables. Chavez avançait comme un tank, mais il encaissait des coups en permanence, tandis que Taylor accumulait les points et les sourires confiants. En arrivant au dernier round, les cartes semblaient claires. Taylor était en tête, dominant par sa rapidité et sa précision, mais Chavez n'a jamais cessé d'avancer, le visage ensanglanté. Il a continué à mettre la pression, déchargeant des crochets au corps qui peu à peu épuisaient l'Américain. Et puis le moment historique est arrivé. Au dernier round, à quelques secondes de la fin, Chavez a placé un crochet du droit dévastateur qui a envoyé Taylor au tapis. Le public est devenu fou. Taylor s'est relevé en titubant, essayant de convaincre l'arbitre qu'il pouvait continuer, mais Richard Steele a arrêté le combat à seulement 2 secondes de la fin. L'invincibilité du Mexicain restait intacte. La guerre, qui semblait perdue, était devenue l'un des retours les plus épiques de l'histoire de la boxe. Taylor a dominé toute la nuit et Chavez a gagné à la seule seconde qui comptait. Le 25 février 1995, à Londres, on a assisté à les plus épiques et sanglantes dont la boxe se souvienne. McClellan a été sorti du ring par Ben, qui l'a détrôné le 11 février 1995. À Tokyo, au Japon, Mike Tyson défendait ses titres mondiaux. Invaincu, redouté, avec 37 victoires, dont 33 par knockout, il était considéré comme invincible, l'homme le plus dangereux de la planète. Face à lui, James Buster Douglas, un challenger avec 4 défaites, que presque personne ne pensait capable de gagner. Les paris étaient si clairs qu'il payait 42 contre 1 pour Douglas. Le combat a commencé avec Tyson cherchant son style habituel. Pression, crochet du droit et du gauche, avançant comme un prédateur. Mais ce soir-là, Douglas n'était pas prêt à être une victime. Dès le début, il a utilisé son jab comme un fouet, a maintenu la distance, et à la surprise générale, a commencé à placer des combinaisons qui freinaient l'avancée du champion. Round après round, la surprise grandissait. Douglas ne faisait pas que tenir, il était en train de gagner. Le public japonais n'en croyait pas ses yeux. Tyson, pour la première fois, semblait humain. And that is from the right. No head movement. Tyson. With the left uppercut. Au 8e round, le moment décisif est arrivé. Tyson a placé un uppercut brutal qui a envoyé Douglas au tapis. Here he's against the rope. I've never seen. And there's a right hand uppercut and down goes Douglas. Le monde a pensé que c'était la fin, que le champion invincible allait à nouveau imposer sa puissance. Mais Douglas s'est relevé calmement et au lieu d'abandonner, il est revenu plus fort. Au 9e round, Douglas a puni Tyson avec une rafale de combinaisons d'uppercut et de droite qui l'ont fait chanceler.
The left eye of Mike Tyson is nearly... Without the ropes, Mike would have gone down. Plenty of time left in the round. Et au 10e round, l'histoire s'est écrite. Un uppercut de Douglas, suivi d'une combinaison sauvage de crochets et de droites, a envoyé Tyson au tapis. An uppercut by Douglas and down goes Tyson. Le champion a tenté de se relever, cherchant son protège-dents à l'aveugle, mais n'a pas réussi à se mettre debout à temps. L'invincible était tombé. James Buster Douglas, l'homme que personne ne croyait capable, avait réalisé le retournement de situation le plus surprenant de l'histoire de la boxe, détrônant le roi absolu. Tyson l'a mis au tapis, puis Douglas l'a détrôné. Le 1er juin 2019, au Madison Square Garden de New York, Anthony Joshua faisait ses débuts, une remontée historique qui a prouvé que dans la boxe, rien n'est écrit d'avance et que l'apparence ne définit pas la grandeur d'un guerrier. Joshua l'a mis au tapis une fois et Ruiz l'a envoyé au sol 4 fois. Le 5 novembre 1994, à Las Vegas, le monde assistait à ce qui semblait être une mission impossible. George Foreman, âgé de 45 ans, affrontait l'invaincu Michael Mutter, champion du monde poids lourd. La différence d'âge, de vitesse et d'énergie était abyssale. Un vétéran que beaucoup considéraient comme fini contre un jeune champion au sommet de sa forme. Dès la cloche initiale, le combat fut une domination claire de Mutter. Le gaucher plaçait des jabs et compta jusqu'à 10. George Foreman, à 45 ans, récupérait le championnat du monde des poids lourds. Il est passé de dominé à vainqueur en un coup. Une remontée qui n'a pas seulement été un knockout historique, mais aussi une leçon de patience, de foi et de puissance. Mutter a gagné tous les rounds, sauf le seul qui comptait. Le 23 mars 1996, au Madison Square Garden de New York, Arturo Gatti défendait son titre Superplume International Boxing Federation contre le Dominicain Wilson Rodriguez. Le Mexicain-Canadien, déjà célèbre pour son style jusqu'à la mort, semblait ce soir-là que la guerre allait le consumer. Rodriguez a commencé en force, son jab et sa droite trouvaient toujours le visage de Gatti. Au deuxième round, un crochet parfait l'a envoyé au tapis. Gatti s'est relevé, mais la punition a continué. Son œil droit s'est fermé, son visage ensanglanté, le public voyait une défaite certaine. Rodriguez dominait chaque round et s'approchait de la victoire. Mais Arturo Gatti était un boxeur à part. Avec l'œil pratiquement fermé, il a continué à avancer, cherchant l'échange, encaissant les coups et rendant chaque coup avec fureur. Au 6e round, alors que beaucoup s'attendaient à ce que son coin arrête le combat, Gatti a sorti un crochet du gauche parfait, suivi d'une droite courte au menton, et Rodriguez est tombé au sol. Le Dominicain a essayé de se relever, mais il était fini. L'arbitre a arrêté le combat et le Madison Square Garden a explosé. Gatti, en sanglant, enflé, physiquement détruit, était revenu de nulle part et avait obtenu un knockout mémorable. Cette nuit-là, la légende du guerrier sanglant est définitivement née. Rodriguez l'a rendu aveugle et Gatti l'a laissé au tapis. 21 novembre 1987, Las Vegas. Julio César Chavez passait chez les poids légers contre Edwin Chapo Rosario, le redoutable cogneur portoricain. Avant le combat, Rosario était considéré comme le favori, explosif, avec des points de dynamite. Beaucoup assuraient que le jeune Mexicain ne tiendrait pas face à sa puissance. Dès le début, Rosario a déchaîné toute sa force. Ses droites faisaient trembler Chavez, qui encaissait les coups et continuait d'avancer. The big question mark is, of course, Livingston Bramble, Miami and Sissoko.
use the long jab. Okay, Rosario hasn't. It's very much a new. They don't even, when they call break, they step back just half a yard and then back straight. Round après round, le Mexicain a reçu des coups qui auraient mis n'importe qui à terre, mais il n'a jamais reculé. Pendant ce temps, il affaiblissait le Portoricain avec des crochets au corps, l'usant petit à petit. Normally, if this up action is for it, he's thinking defense now. No, he's trying it again, but to the body. You'd think he was a full lightweight. He's obviously had to. Well, I don't think the traders are going to complain about this. These little left hooks, they won't open up their mouth and close in like this. But, I mean, real pro stuff, that is. Quand il semblait que la puissance de Rosario allait le briser, ce fut le contraire. Chavez l'a broyé pendant 11 rounds jusqu'à ce que l'arbitre arrête le combat. He's getting there, and it's also giving Chavez the toes of Rosario. That seems to be fine at the moment. Going into crowd. Yes, it looks like it's going to be all over, and it is. Compassionate. Une remontée brutale de résistance, de fer, où le Mexicain a transformé le combat en une boucherie à son avantage. Rosario avait promis de mettre knockout, mais il a finalement été mis knockout par les coups répétés. 28 septembre 1979, Las Vegas. Larry Holmes, champion du monde des lourds, affrontait Ernie Shavers, l'un des frappeurs les plus redoutables de l'histoire. Holmes dominait grâce à son jab, contrôlant le rythme. Mais au 7e round, le désastre est arrivé. Shavers a lancé un direct du droit, résonnant comme un coup de canon qui a mis Holmes au tapis. Le champion est tombé avec le regard perdu, chancelant, en se relevant. Tout le monde pensait qu'il ne s'agissait que de quelques secondes avant que Shavers ne termine le travail. Holmes, grâce à sa ténacité, a survécu miraculeusement. Et ce n'est pas tout. Il a repris le contrôle, dominé avec son jab et forcé l'arbitre à arrêter le combat au 11e round après avoir puni Shavers. Une remontée impressionnante face à l'homme le plus puissant en boxe. Shavers l'a envoyé au tapis et Holmes l'a endormi debout.